découvrez une affaire qui a marqué l'histoire. Les polémiques autour de Monseigneur Albert Dogmo et leurs répercussions sur le Cameroun. Pour analyser cette histoire complexe, nous accueillons un invité d'exception, Biloa Aïssi, ancien haut responsable de la police camerounaise, patriarche et gardien de notre mémoire nationale. Je suis là sur KRM TV, votre rendez-vous incontournable où l'histoire rencontre l'actualité. Aujourd'hui, c'est un moment spécial, un instant unique, parce que comme on dit chez nous, quand le baobab parle, on s'assoit pour écouter. Bienvenue les amis, bienvenue dans ce live. Nous allons explorer les mystères et les légendes cachées. Les vérités cachées qu'on ne nous dit toujours pas. Et nous allons le faire aujourd'hui avec une classe et détermination. Et pour ce faire, pour m'accompagner avant de commencer, je vais d'abord saluer la Dream Team technique, sans qui tout ça n'a pas été possible. Merci mes frères. Et on va faire quand même un petit clin d'œil aux frérots qui jusqu'à présent n'y croient toujours pas. Alors bon, comme je disais, aujourd'hui on ne reçoit pas n'importe qui les amis. On accueille un témoin vivant de l'histoire. Un homme dont les paroles résonnent comme des archives vivantes. Figurez-vous que cet invité a côtoyé les grands noms. Il a vu l'histoire se dessiner sous ses yeux. Et aujourd'hui, il est ici là parmi nous sur KLM TV pour nous livrer sa version des faits. En exclusivité. On va faire une petite devinette les amis. Si je vous dis authenticité, sagesse et histoire vivante, vous pensez à qui? Et si je vous parle d'un directeur de publication qui a tenu en haleine toute l'opinion publique nationale et internationale avec une publication parue en 2006 dans une édition, dans un journal appelé Nouvelle Afrique, les de chez nous. Vous pensez à qui les gars? Je parle bien du patriarche Papa Biloa Aïssi, Vivi, ancien commissaire de police, directeur de publication et témoin vivant de l'histoire privilégiée du Cameroun. Il est là ce soir avec nous et comment dire, il va nous aider dans cette quête de vérité. Donc sans plus tarder, je vais couper la musique de fond et puis je vais lui passer la parole déjà pour une présentation brève. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Je remercie l'univers et mes ancêtres. D'accord. Je vais bien. Déjà, on vous remercie d'être présent parmi nous parce que c'est pas tous les jours qu'on accueille des patriarches sur des panels et d'autant plus que de nos jours c'est très compliqué de les avoir. Donc déjà, on vous remercie du fond du cœur d'être là et je vais vous passer sans plus tarder, je vais d'abord vous passer la parole pour une présentation, pour une petite présentation, on va dire une biographie et pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas doivent savoir que je suis né le 16 juin 1942 d'un père Eton et d'une mère Eton dans la Léké à Ndama. J'ai fait mes études primaires à Obala et secondaire, une partie à Obala et une autre partie à Yaoundé. Je suis entré à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, en 1942. En 1972, pardon. J'y suis sorti et une année plus tard, je faisais mon entrée à l'École nationale de police. Et là aussi, je suis sorti comme je viens de le dire précédemment, j'étais major à l'ENAM comme à l'École nationale de police. Et nommé commissaire de police, j'ai été à Konsamba, j'ai été à Douala, j'ai été à Yaoundé. Donc, c'est à Yaoundé où mon action qui allait contre la prévarication n'a pas plu à ceux qui aujourd'hui ont amené notre pays dans une sorte de faute, dans une sorte de poubelle. Et j'ai été évidemment remercié de manière illégale,
puisque on me sort de la police sans passer par un conseil de discipline. On me sort de la police sans attendre que le faux procès qu'on m'avait collé sur le dos ait une fin, c'est-à-dire qu'il y ait des décisions définitives. Et de toute manière, pour parler de cela, j'ai finalement eu raison parce que la Cour suprême, en 1982, a annulé tout ce qu'ils ont fait et m'a donné raison. Mais parmi les raisons, c'est qu'on n'avait pas respecté mon privilège de juridiction en tant que commissaire de police. Parce qu'à cette époque, le statut spécial de la police comportait ce dispositif. Je ne pouvais donc pas être jugé à Yaoundé. Mes avocats et moi-même avons dit ça devant les magistrats, mais comme ils étaient, disons, ils avaient été désignés pour faire un travail, ils n'ont pas voulu comprendre, mais au niveau de la Cour suprême, on a dit non. Mais depuis 1982, rien, je ne suis ni indemnisé, ni on n'a pas refait ma carrière. On pouvait refaire ma carrière jusqu'à la retraite, mais on l'a pas fait. C'est pas grave. Je suis quand même toujours vivant. J'ai ma famille, je suis marié, j'ai 12 enfants, 6 avec mon épouse, et les autres dans ce que les Camerounais savent faire, à gauche, à droite. Là-dedans, il y a 2 Bamileke, c'est-à-dire j'ai eu 2 enfants avec une Bamileke et pire encore avec une Baham, c'est-à-dire cette femme est de la même localité que le président du MRC. Bref, vous comprenez déjà que ce que je dis là comporte beaucoup de choses à retenir. À retenir que Bilo ici ne peut pas être contre les Bamileke. Je ne peux d'ailleurs pas être contre un Camerounais parce que je suis, et il faut le dire maintenant, je suis né d'un péripétiste et je suis nationaliste. Je suis un patriote. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Bon, certains ont profité de cela pour me faire des chasses. J'allais dire qu'ils m'ont posé des pots de banane, mais je suis toujours vivant. Dieu merci. Et mon Dieu n'est pas celui des religions abrahamiques. Il faut que ce soit clair maintenant. Parce que le Dieu des religions abrahamiques n'existe nulle part. Il y a un Dieu créateur qui existe, mais ce n'est pas le Dieu des religions. Bon, passons. Maintenant, je suis là et j'attends toutes les questions qui me seront posées pour que je puisse dire ce que j'ai vu. Parce que j'ai vécu de visu la grande partie de notre histoire, puisque je vous dis, je suis né en 42. Donc en 60, vous pouvez vous rendre compte quel âge j'avais. J'ai vécu le régime, le bref régime de André-Marie Mbida, dont on ne parle plus. J'ai vécu le régime du président Ahidjo et je vis le régime du président Biya. Je peux donc, par expérience, dire exactement ce que j'ai pu retenir. Et je ne prétends pas, comme le font certaines religions, avoir des gens infaillibles. Je peux me tromper. Et lorsque je me trompe, je reviens, je m'en excuse. C'est ça ma manière d'être. Je crois avoir suffisamment dit sur moi-même et j'attends les questions qui me seront posées. D'accord, merci beaucoup Patrice pour cette brève biographie, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup. Bon, une petite question, vous êtes né en 1942, donc vous avez 82 ans aujourd'hui. Quel est le secret de la longévité? Quel est le secret de la longévité? Bon, il faut dire, si je dois parler de ma vie, j'ai jamais bu
aucune sorte d'alcool. Mon père était cueilleur de vin de palme. Je n'ai jamais goûté le vin de palme que beaucoup de mes compatriotes adorent et qui semble-t-il était juteux. Je crois qu'il y a cela. Ensuite, j'ai été un grand sportif. Lorsque j'étais à l'ENAM, j'étais le gardien de but de l'équipe universitaire. Avant l'ENAM, j'étais le gardien de but de Tarzan Dobala. Après, ça a été l'Union de Douala. Je suis donc un sportif et je crois que je mène une bonne hygiène de vie. C'est pour cela que je suis encore vivant. Beaucoup de mes camarades sont partis. Je ne dis jamais paix à l'âme de quelqu'un qui meurt parce que c'est une expression que je n'apprécie pas. Paix, on ne peut pas aller rester un peu, on croise les bras sans... Non, même ceux qui sont partis, et c'est ceux qui font d'ailleurs, et les religions le savent. C'est pour ça qu'il y a saint tel, ce qui en fait crée des égrégores. Nous devons faire cela. Dire à quelqu'un qui meurt qu'il aille se reposer un peu, c'est-à-dire tu ne fais rien, même si tu peux agir dans un domaine, tu ne fais rien. Je n'accepte pas cela. Donc, je dis au revoir à mes camarades qui m'ont quitté, à ceux que je connais qui sont partis, en leur disant, mon heure n'a pas encore sonné, je vous rejoindrai, puisque c'est le chemin de tout le monde. Je suis ingénieur des politiques publiques de l'innovation. Je suis chercheur en sciences politiques. Je m'intéresse notamment à l'histoire des idées politiques du Cameroun et j'interviens dans les panels qui ne parlent que de ça. Et j'interviens dans ces panels parce que j'ai constaté une décohésion sociale du Cameroun qui fait en sorte qu'il y a un certain nombre de discours, une résurgence des phénomènes identitaires qui fait en sorte qu'on se retrouve dans l'affrontement permanent au sein de l'opinion publique, surtout sur TikTok, surtout dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit qu'il est peut-être temps que les intellectuels camerounais prennent le taureau par les cornes et décident de participer aussi, décident d'activer la fonction pédagogique et de participer à l'éducation populaire. Pourquoi? Parce que on entend les intellectuels que dans leurs articles universitaires, on ne les voit qu'à la télé, mais jamais où les gens sont en train de discuter. On les voit réagir lorsque les choses ont déjà dégénéré, lorsque les discours ont déjà atteint un certain niveau, sont déjà exacerbés. Et il est peut-être temps que eux aussi, ils donnent leur version des faits. Et la plupart du temps, la version des faits d'un intellectuel, c'est une version mesurée, c'est une version éprouvée qui est passée par le prisme de la critique. Donc c'est pour ça que moi j'interviens et je suis très intéressé par le sujet aujourd'hui qui est Monseigneur Ndokmo, qui est quand même une figure assez spéciale de l'histoire du Cameroun et qui a posé des actes qui jusqu'aujourd'hui, à mon sens, a influencé, a impacté le Cameroun, les populations camerounaises et a influencé un certain nombre de groupes qu'on voit aujourd'hui se former, Bami Pawa, les Patriotes, la Basse et tout le reste, qui développent leur discours en fonction des visions et des visées de Monseigneur Ndokmo. C'est pour ça que je suis dans ce live-là. C'est pour apporter ma pierre à l'édifice de la déconstruction et de la construction d'un nouveau paradigme sur le passé et sur notre avenir, sur comment est-ce que les choses se passent désormais dans le discours de l'opinion publique. Voilà pourquoi moi je suis là. Et je dis merci au patriarche Biloa ici d'avoir accepté, parce que très peu acceptent de venir sur les réseaux sociaux, donc sur les médias non conventionnels pour parler aux gens. Parce que c'est très rare. On a vu dernièrement Nathalie Ekoué se prêter à l'exercice et aujourd'hui nous avons le patriarche Biloa ici. Je ne peux que le remercier et lui dire toute la gratitude que notre génération à nous, c'est-à-dire la 4e génération après les indépendances, notre génération à nous, nous considérons que c'est une chance de l'avoir et de pouvoir l'entendre et de pouvoir lui poser des questions.
Merci Guy-René, merci pour cette présentation. Nous allons aborder la figure Monseigneur Ndokmo. Et la figure Monseigneur Ndokmo revient à plonger dans un univers d'une complexité fascinante. C'est un véritable énigme historique. Il y a deux visions diamétralement opposées qui s'affrontent à son sujet. Et chacune de ces visions alimente un débat autour de son héritage, l'héritage qu'il a laissé. La première perspective, dont la première vision est soutenue surtout par Mongo Betty et de nombreux autres auteurs, qui le présentent comme un ardent défenseur de la théologie de la libération inspirée par les luttes anticapitalistes latines. Cette vision dépeint Monseigneur Ndokmo comme un patriote engagé prêt à braver les contraintes du pouvoir en place pour libérer le Cameroun de l'influence française. Sa proximité avec les membres de l'UPC, même sous injonction des autorités, renforce cette image d'un homme déterminé à lutter pour l'indépendance véritable du Cameroun. Ça, c'est la première vision que nous avons de Monseigneur Ndokmo que certains défendent. Et maintenant, cependant, nous avons une autre lecture, plus théorique, qui est loin de faire l'unanimité. Il y a une seconde approche plus controversée cette fois-ci, parfois perçue comme des légendes urbaines, qui décrit Monseigneur Ndokmo comme un acteur clé de la conception du Bami Pawa au Cameroun. Cette thèse est notamment défendue par certains prêtres catholiques non bamileke, qui ont accusé le prélat d'avoir participé à un processus de baméléclisation de l'Église catholique au Cameroun. Ce point de vue alimente un débat complexe sur les dynamiques ethniques et religieuses de l'époque. Même la revue Peuple Noir et Peuple Africain, dans un numéro publié en 1987, a préféré préserver l'anonymat en évoquant les origines du mythe. D'ailleurs, nous allons étudier tout ce document ensemble et puis nous allons expliquer pourquoi est-ce que il n'a pas été signé. Donc, sans plus tarder, nous cherchons donc à savoir où se situe la vérité. Avant de commencer, je tiens à souligner que cette démarche vise à interroger avant tout notre passé pour mieux comprendre le présent. Parce que si on ne maîtrise pas notre passé, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va. L'histoire est le socle de la nation et c'est en analysant le chemin parcouru que nous pourrons construire un avenir éclairé. Donc, merci à tous d'être présents. Je vais passer la parole à Guy-René pour continuer à animer. Merci. On ne peut pas se mettre à poser des questions sans se demander qui était Monseigneur Ndokmo. Okay? La plupart des gens, la plupart des jeunes aujourd'hui ne connaissent Monseigneur Ndokmo que sous la cape de l'ecclésiaste, de l'évêque, du clergé, de l'ancien évêque du Mungo et de son emprisonnement, de son exil au Canada. Mais je voudrais demander au patriarche qui est Monseigneur Ndokmo. Quelle est l'image qu'il se fait de Monseigneur Ndokmo? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir Monseigneur Ndokmo selon qu'on serait d'un bord ou d'un autre, peu importe le bord. Je commence, il y a des bords, il y a le bord ethnique, il y a le bord politique, il y a le bord sociologique, il y a le bord religieux. Chacun, de par son bord, s'imagine ou bien interprète, décrit Monseigneur Ndokmo d'une certaine façon. Moi, en tant que chercheur, en tant que politiste, je ne peux pas donner une opinion subjective sur Monseigneur Ndokmo. Je suis obligé de dire ce que je sais de lui. Et ce que je sais de lui risque de choquer un certain nombre de personnes qui se font une opinion, disons, partisane de Monseigneur Ndokmo, parce qu'aujourd'hui, la question de Monseigneur Ndokmo est une question éminemment partisane. Et c'est justement parce que c'est une question partisane que ce live est très important, parce que ce live va nous donner l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que parler de Monseigneur Ndokmo, c'est avoir soit un parti pris contre lui, soit un parti pris pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Monseigneur Ndokmo quand on tape une recherche sur Monseigneur Ndokmo sur Google? Qu'est-ce qu'on peut trouver?
sur l'application Wikipédia, on dit de Monseigneur Ndokmo qu'il est né en 1926 à Bafou. Comme avait dit quelqu'un en 2018, cela fait de lui un Bamileke. Il est né à Bafou et il est mort en 1992 dans la province du Québec au Canada, où il vivait en exil depuis sa sortie de prison. Il était en prison en 1975. Pourquoi était-il en prison en 1975? Voilà l'une des questions qu'un seul genre de personne peut nous donner, un témoin de l'histoire, c'est-à-dire l'ancien commissaire Bilo Haïssi, qui a vécu ces événements-là et qui peut nous dire exactement ce qu'on reprochait à Monseigneur Ndokmo. Il avait été condamné à mort, puis sa condamnation à mort a été commuée en peine à perpétuité, en peine perpétuelle par le président Ahidjo, parce que c'est la seule personne à l'époque qui était capable de faire ça, qui était capable de commuer les peines. Et la pression du Vatican, il a été libéré et a plutôt été envoyé en exil au Canada. Voilà ce qu'on peut lire sur Monseigneur Albert Ndokmo. Toutes les autres choses sont des choses qui relèvent des recherches personnelles et des recherches de quelques personnes qui se sont aventurées à aller plonger dans les méandres de notre histoire pour pouvoir tirer la vérité. Au final, Monseigneur Ndokmo n'avait pour ami que soit les sujets qu'il avait comme ouaille dans l'église et à qui il prêchait une certaine parole de Dieu, parce qu'il est clair que la parole de Monseigneur Ndokmo n'était pas seulement la parole d'un prêtre et il ne parlait pas que de la Bible. Je voulais demander au patriarche Bilo Haïssi ce qu'il sait de Monseigneur Ndokmo. Je venais de dire que Monseigneur Ndokmo était né en 1926 à Bafou et était prêtre. Il a notamment été évêque de Nkonsamba et il a eu des problèmes avec l'ancien régime de feu le président Ahidjo. Donc ma question au patriarche est de savoir qui était Monseigneur Albert Ndokmo. Répondre à cette question est quelque chose d'assez difficile quand même, il faut le dire. Parce que, comme vous pouvez le constater, Monseigneur Ndokmo va être condamné au temps du régime du président Ahidjo. Et ça veut dire quoi? Qui le régime d'Ahidjo combattait? Le régime Ahidjo combattait les patriotes qui voulaient une véritable indépendance du Cameroun. Alors, comment tout d'un coup, celui qui est dans cette posture se retrouve à demander à ses frères en leur disant: écoutez, vous avez le pouvoir économique, vous devez prendre le pouvoir politique. Allez dire aux femmes bamileke de faire beaucoup d'enfants, parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et maintenant, qui parle? Tout cela sortant de la bouche d'un évêque, on se sera attendu de dire: allez faire beaucoup d'enfants, c'est tel verset de la Bible qui dit, comme ça vous prendrez le pouvoir. Mais non, ils ne citent pas la Bible, qui est leur outil. Mais alors, c'est un personnage assez complexe parce que tantôt, il joue le jeu du Vatican, c'est-à-dire le jeu de l'évêque. Il faut le rappeler, les évêques sont des membres d'un gouvernement dont le président est le pape. Et c'est d'ailleurs pour cela que je trouve parfois extraordinaire lorsque les évêques revendiquent un changement à la tête d'un pays, alors qu'ils élisent dans leur régime, le pape est élu à vie. Bon, bref, c'est là l'ambiguïté des religions abrahamiques. Donc, Monseigneur Ndokmo est dans cette ambiguïté. Tantôt, il est patriote, il veut une véritable indépendance, et c'est d'ailleurs, je crois, pour cela, mais tantôt, il joue le jeu de ceux qui aujourd'hui pensent qu'une ethnie, c'est un projet politique, une ethnie, c'est une idéologie. Non. J'ai dit non parce que
nous qui sommes encore vivants, nous devons nous battre pour qu'on reste focus sur l'hymne national. Et cela nous amène à être unis. Je vous ai dit, je crois, au départ, que moi qui parle, j'ai 2 enfants d'une mère bamileke. Mon fils a une femme bamileke. Ils ont déjà 2 enfants. Mon frère aîné a une bamileke. Ils ont eu 7 enfants. Alors, vous comprendrez comment je ne peux pas être contre, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Je ne peux pas être contre un frère de l'Ouest. Mais le problème de Monseigneur est tout autre. Monseigneur devait obéir à des ordres, des instructions dont l'origine était inconnue. Parce que vous ne pouvez pas à la fois demander aux gens de prendre le pouvoir parce qu'ils sont d'une ethnie et être celui qui veut que son pays soit véritablement indépendant et souverain. C'est ça l'ambiguïté de Monseigneur. Parce que lorsque il est condamné avec les Wandiers, ça veut dire qu'on a trouvé des faits qui le liaient à l'UPC. Il n'est pas condamné, il n'est pas exécuté parce que le Vatican a fait pression et parce que Madame Aïdjo avait dit, elle a été interviewée, elle a dit on ne va pas tuer, on ne va pas exécuter Monseigneur Ndogmo. Bon, alors, vous me posez la question de savoir comment je vois Ndogmo. Je dis, c'est une sorte, il est très difficile de dire quelle est la couleur du caméléon. C'est ça le problème de Monseigneur Ndogmo. Et il a semé de la zizanie. Et il a été relayé par un autre religieux, le père jésuite Lado. Il a enseigné à l'université catholique à Yaoundé. On a été obligé de lui dire non, monsieur, vous ne pouvez pas rester à l'université avec votre manière d'être, ce que vous dites, parce que il avait repris ce qui était en fait la base de la politique de Monseigneur Ndogmo, c'est-à-dire estimer que les Bamileke devaient prendre le pouvoir. Est-ce que je pose encore la question? Être Bamileke, est-ce que c'est un projet de société? Être Bamileke, est-ce que c'est une idéologie? Non, c'est des choses qu'il faut combattre. Parce que, vous savez, le Rwanda est passé par là. Pourquoi il ne nous donne pas de leçons? Il ne nous parle pas pourquoi les Camerounais doivent comprendre que ce genre de doctrine, qu'on entende ça de la bouche d'un évêque ou d'un prêtre, devrait être rejeté. Vous l'avez mis dans l'annonce, on fait passer un endroit où j'avais dit que le ministre Nganou était filmé. On a pris que cette partie-là, ce qui a défiguré ce que j'ai dit. Et ensuite, comme s'il savait que j'étais encore sur le plateau de cette télévision, là où j'ai fait ces déclarations, que le secrétaire particulier de monsieur Nganou menaçait ma fille. Il lui dit, écoute, écoute ce que dit ton père. Est-ce qu'il sait que le ministre est ton patron? Parce qu'effectivement, ma fille enseigne à l'école des travaux publics. Et elle a été menacée, elle devait aller en mission, on a barré son nom. C'est ces comportements-là qu'il faut condamner. Si on avait pris entièrement ce que j'avais dit, c'était pour arriver à ceci, que le président Aïdjo avait son seul diplôme véritable, c'était le CPE. Mais le président Aïdjo a gouverné le Cameroun.
il a dirigé le Cameroun et il avait sous lui des docteurs, des agrégés, des professeurs. Aujourd'hui, il y a, à des moments donnés, des gens auraient voulu que ce soit le président Ahidjo qui soit là. Donc, ces gens qui prennent des postures pour opposer les ennemis ne sont pas des gens fréquentables. Monseigneur Dogmo est de cela. Je ne peux pas, parce qu'il ne faut pas croire. Quand on dit les Bamileke, ce n'est pas, on ne doit pas dire les Bamileke, ce n'est pas vrai. Lorsqu'un Bamileke fait quelque chose, il ne réunit pas tous les Bamileke pour leur demander leur avis. Il y a des Bamileke qui ont énormément souffert. Je vous dis, j'ai un certain âge, j'ai vécu des choses. J'ai vu comment on égorgeait nos frères de l'Ouest. Essayez de lire le livre intitulé La guerre du Cameroun. Et ce livre retrace l'histoire du Cameroun et ça nous montre pourquoi nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai dit, lorsque vous prenez un savant, c'est comme ça que je l'appelle, ou je l'appelais, il était parmi les économistes de développement. Tchundian était parmi les 3 premiers. Tchundian était Tchundian Pouemi. Il est mort parce qu'il a écrit le nazisme monétaire et on l'a effacé. C'était un Bamileke. Celui-là, il ne demandait pas que les gens prennent le pouvoir parce que les Bamileke ont le pouvoir économique. Il y a des exemples comme celui de Tchundian Pouemi. Il faut faire très, très attention parce que nous avons un pays à maintenir en paix, un pays à faire développer. Et on ne peut pas développer le pays en semant des germes de haine. Quand on parle de haine, c'est ce genre de truc qui veut que on vient chez vous parce que chacun de nous a un chez soi. On achète le terrain, on fait venir les frères et on vous met de côté. Et je dis le véritable problème aujourd'hui au Cameroun, et il faut qu'on le résolve, c'est le problème foncier. S'agissant justement des problèmes du Cameroun, et s'agissant de ce que vous avez dit sur Monseigneur Dogmo, la complexité de son personnage, la complexité du personnage historique et la complexité de sa personnalité, je voudrais rappeler qu'il était évêque de Nkonsamba et que dans ses prêches, dans les prêches à l'église, peut-être que Nkonsamba, avec le nombre de Bamileke qu'il y avait, ses prêches ont eu beaucoup plus d'écho chez les Bamileke que chez les autres, que chez les autres ethnies qui étaient présentes et qui n'étaient pas nécessairement catholiques. Toujours est-il qu'on peut remarquer dans l'histoire que Monseigneur Dogmo, bizarrement, n'avait que des ennemis. Et ces ennemis étaient tous, pour la plupart, d'autres ethnies. Dans le clergé, on peut citer les ennemis qu'il avait. Il y avait Monseigneur Simon Tonien, premier évêque de Douala et premier archevêque de l'archidiocèse de Douala, Monseigneur Jean Zoua, premier archevêque de l'archidiocèse de Yaoundé. Dans le clergé camerounais, il avait des ennemis. Il avait des amis dans le maquis et des ennemis dans le régime. À l'international, il appartenait à un groupe de prêtres qui vont prendre le pouvoir au Vatican avec l'arrivée de Karol Wojtyla, pape. Ce que je voudrais savoir, c'est que finalement, si Monseigneur Dogmo n'avait pour amis que les personnes qu'il défendait, et je vais signaler aussi que les chefs Bamileke n'étaient pas l'ami de Monseigneur Dogmo, puisqu'ils avaient banni Monseigneur Dogmo parce que Monseigneur Dogmo était allé accrocher une croix sur le Fauvu. Le Fauvu, c'est un roche
au rocher sacré Abraham. Alors, finalement, qui étaient les partisans ou les amis de Monseigneur Ndokmo? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut comprendre que Monseigneur Ndokmo était dans un gouvernement, le gouvernement du Vatican. Et il a mélangé la guerre du pouvoir à l'intérieur de ce gouvernement. Parce que les gens se battaient pour être archevêque à Yaoundé. Des choses abominables se sont passées dans ce cadre-là. Donc, il y avait Monseigneur Ndokmo se battait avec les gens qui étaient dans le gouvernement du Vatican. Et maintenant, il débordait et il venait se battre dans le gouvernement camerounais. Et c'est ça qui pose problème. Il est tantôt combattant à l'intérieur de l'Église. Parce que là, il se dispute des places. Parce qu'être archevêque, mais c'est être un patron qui ne peut pas avoir besoin de l'argent, qui ne peut pas avoir besoin de femmes. Parce qu'il faut vous le dire, ils en sont très friands, malgré ce qu'ils vous racontent. Donc, Monseigneur Ndokmo se battait sur les deux fronts. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un personnage bizarre. Parce que tantôt, c'est à l'intérieur du gouvernement du Vatican, tantôt, c'est dans le gouvernement de son pays d'origine. Parce qu'en fait, les évêques ne sont pas des citoyens. Il faut le dire clairement, ils ne peuvent pas être des citoyens du pays d'origine. Parce que ici, un serment qui fait qu'ils ne peuvent plus être, si les Camerounais ne peuvent plus être Camerounais, on considère qu'ils sont Camerounais, parce que les chrétiens ne savent pas quel est le serment que fait l'évêque au pape. Ce serment rend l'évêque pratiquement esclave du pape. C'est-à-dire que il ne peut rien cacher au pape, il ne peut rien refuser au pape. Et malheureusement, je n'ai pas amené le livre, j'allais vous montrer dans quel livre se trouve le serment des évêques. Donc, l'ambiguïté de Monseigneur Ndokmo vient de cela. Il se bat dans les deux gouvernements. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui était avide du pouvoir. Et malheureusement, dans les luttes de pouvoir, on ne se fait pas de cadeaux. Et ce qui me gêne, et ce qu'on devrait comprendre, lorsque Monseigneur Ndokmo demande aux femmes mamlékées de faire beaucoup d'enfants, lorsque Monseigneur Ndokmo affirme que les mamlékées sont économiquement les plus forts, mais là, il quitte complètement, il abandonne son rôle. Et je crois que c'est ça qui lui a coûté la condamnation. S'agissant des vœux de Monseigneur Ndokmo, moi j'ai plutôt l'impression que Monseigneur Ndokmo n'avait respecté aucun des vœux. Les 3 vœux que les prêtres font sont le vœu d'obéissance. Monseigneur Ndokmo n'obéissait personne. La preuve, il est exilé, on l'exfiltre au Vatican, on l'exfiltre à Rome, et au lieu de rester à Rome où le Vatican lui demande de garder sa vie sauve, il revient au Cameroun. Il n'obéit pas au Vatican. Le deuxième vœu, c'est le vœu de pauvreté. Monseigneur Ndokmo était le fondateur de Mungo Plastique, une société qui fabriquait des objets en plastique, les gobelets, les assiettes, les bassines en plastique au Cameroun. Donc c'était un opérateur économique. Est-ce qu'un prêtre peut être opérateur économique? Non. La deuxième chose, c'est le vœu de chasteté. Là, je ne peux pas en parler parce que ça reste quelque chose d'extrêmement subjectif, des choses qu'on ne peut pas prouver, des choses qu'on ne pourrait pas prouver. Toujours est-il qu'avec les 2 premiers vœux, la désobéissance et le vœu de pauvreté, Monseigneur Ndokmo montrait déjà
qu'il était intéressé par les choses du pouvoir et non seulement, et pas seulement par la foi ecclésiastique. Est-ce que ce n'est pas ça qui l'a poussé? Est-ce que ce n'est pas cette folie des grandeurs? Est-ce que ce n'est pas cette soif de pouvoir-là qui l'a poussé à tenir un discours quasi colonial? Parce que on sait très bien que le discours que Monseigneur Ndokmo disait, que Monseigneur Ndokmo rendait public sur l'ethnie Bamileke, qui est par ailleurs son ethnie, était le même discours que les colons avaient sur les Bamileke, c'est-à-dire que les Bamileke sont les plus travailleurs, comme ils sont les plus nombreux, c'est eux qu'on doit installer ou sur les terres d'autrui. Est-ce que Monseigneur Ndokmo finalement avait sa place encore dans le clergé? Et la deuxième question c'est, qu'est-ce qui a amené Monseigneur Ndokmo dans le maquis? Monseigneur Ndokmo avait des appétits contradictoires. Et ça a été son drame, et c'est ça qu'il a perdu. Il avait des appétits contradictoires. J'ai parlé tantôt, bon, vous avez été assez circonspect pour dire vous ne pouvez pas parler. Quand j'étais à l'ENAM, j'ai fait mon stage à la préfecture de Mbouda. Et là, je ne peux pas vous dire combien de femmes Monseigneur Ndokmo avait là-bas. Bon, comme moi j'étais un type qui allait partout, je tombe sur une femme. Ce n'est pas que... c'est une expression. C'est-à-dire que je rencontre une femme. C'est elle-même qui m'avoue qu'elle est la femme de Monseigneur Ndokmo. Je dis à Bouddha. Donc, ce personnage est très complexe. Je dis, quand on a des appétits contradictoires, on ne peut que s'attendre à des chocs qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite, tantôt on ne peut pas dire où est-ce qu'il était exactement. Et il avait appris certes la théologie. De temps en temps, il pouvait prêcher et raconter des histoires que tous les prêtres et les évêques racontent aux gens qui croient à leur Dieu. Mais Monseigneur Ndokmo ne s'est limité pas à cela. C'est pour cela qu'il nous semble aujourd'hui qu'il a été très versatile et c'est cela qui lui a coûté effectivement la fin. Qu'il ne finisse pas sa vie au Cameroun, qu'il aille la finir ailleurs, comme ceux qui l'ont condamné. Parce que Monseigneur Ndokmo a été condamné par des gens qui croyaient qu'il ne pouvait pas leur arriver un malheur. C'est par exemple le président Ahidjo. Mais malheureusement, le président Ahidjo a été obligé d'aller finir sa vie à l'étranger. Il est mort à l'étranger. Sa femme est morte à l'étranger. Alors qu'en 1964, un chef, Eton Bilongo Nomongene, lui avait dit, papa, tu m'envoies en prison politique, je vais aller mourir où je vais, mais moi je peux te dire que tu mourras loin du Cameroun et abandonné de tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. On le lui a dit en 1964, après les élections, où la femme de Monsieur André-Marie Mbida avait gagné les élections, on a dit non, on ne peut pas accepter cela, et il lui a changé. Donc, ces gens qui croient qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout transformer, ils peuvent tout avoir, sont extrêmement dangereux. Parce que si, par malheur, le discours de Ndokmo oppose les bêtis au Bamileke, qui y gagne? Personne, d'abord sur le plan global. Et ensuite, il faut dire, moi je l'affirme, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que les ennemis ne vont pas se faire la guerre comme le voulait Monseigneur Ndokmo. En tout cas, il se servait de son ennemi pour satisfaire, comme j'ai dit, ses appétits contradictoires. Mais comme vous le dites,
comme vous le dites aujourd'hui, patriarche, vous le dites aujourd'hui, mais nous avons bien vu qu'en 2018, on a eu, par exemple, le président du MRC, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui s'est lui aussi servi des institutions camerounaises pour parler, pour faire entrer dans le discours politique le sujet tribal. On l'a entendu par exemple dire au Conseil constitutionnel que lui, est-ce qu'il doit faire le concours Boulou, sachant qu'au Cameroun, nous avons plus de 275 ethnies. Pourquoi seulement le concours Boulou, et pourquoi dire que lui, il est bamileke et il veut faire le concours Boulou? Est-ce que ce n'est pas là? Est-ce que ce n'est pas là l'un des héritages? Et encore, je peux citer d'autres. Nous avons des mouvances comme le Bami Pawa, qui, lorsqu'ils s'expriment, au lieu de faire leurs affaires, leurs petites affaires, au lieu de prospérer dans leurs petites affaires socio-économiques, ils profèrent des menaces contre les autres ethnies en disant c'est nous qui sommes les plus forts. En fait, une espèce d'hégémonie. Est-ce que l'hégémonisme d'aujourd'hui, est-ce que l'ethnofascisme que nous voyons aujourd'hui avec les entités que j'ai citées n'est pas un héritage de Monseigneur Albert Dogmo? Parce que quand vous dites que cela ne va pas arriver, moi je suis en droit d'en douter quand même un peu. On est en train de voir, même sur la toile, des gens ne parlaient qu'en termes d'ethnie. Le Cameroun a des problèmes, on parle en termes d'ethnie. Il y a même des gens qui sont devenus spécialistes de l'opposition des ethnies. Et ces personnes-là sont dans la politique camerounaise et briguent la magistrature suprême. Quel est votre avis? Bon, ce qu'il faut dire, hein, il faut que ce soit clair, que les gens nous écoutent. Quand je dis que ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver parce que nous avons décidé que ça ne peut pas arriver. Si les hommes décident de quelque chose, c'est ça qui se fait. Ce n'est pas le Dieu anthropomorphe de religion qui fait quoi que ce soit. Non. Ce sont les hommes qui décident. Et nous devons décider que cela ne va pas arriver et ça ne va pas arriver. C'est nous, c'est un homme, c'est une communauté qui décide qu'ici nous allons faire une route, ici nous allons faire un pont. J'ai dit aux gens de mon village, le jour où vous aurez demandé à Dieu de faire un champ à quelqu'un, il dit à Dieu, regardez, j'ai beaucoup de terrain, s'il te plaît mon Dieu, fais-moi un champ ici. Lorsque le champ là va arriver, venez m'appeler pour que j'aille voir le champ, parce qu'il n'y aura pas de champ. Dieu n'agit pas ex nihilo. C'est pour ça que si nous décidons, c'est cette décision qui reste. Voilà ce que j'ai dit. Parce que vous parlez du MRC. Mais il faut voir pourquoi le président actuel du MRC a pris la tête. Mais le vrai fondateur du MRC, c'est le professeur Fauré. Et Fauré parle letton mieux que moi, qui suis de père et de mère letton. Je crois que quand tu as joué avec ça à l'intérieur du parti pour écarter Fauré. Et c'est ce qu'il veut faire au plan national. Il est incompréhensible que lorsqu'on évoque le problème du tribalisme, tout d'un coup, vous trouvez une organisation qui se fait appeler la BAS, la Brigade anti-Sardinat. Et ça vise qui? Ça vise les bêtis. Encore que les bêtis, c'est quelque chose d'assez complexe aussi. Lorsque vous faites cela, lorsque Kamto fait cela, il croit qu'il peut effectivement prendre le pouvoir au Cameroun avec la manipulation. Si Kamto est élu par les Camerounais, ok, moi je suis un républicain, je suis un patriote. Je vais dire, monsieur le président,
mais pas par la manipulation. Et il est expert en matière de manipulation. Regardez par exemple pour l'affaire Bakassi. Il était un avocat. Et on a monté ça en épingle. Oui, comme tu as défendu brillamment le Cameroun, c'est pour ça que c'est pas vrai. On avait plus de 30 avocats, parmi lesquels le professeur de Maurice Kamto. Vérifiez les faits. Il y avait le professeur de Maurice Kamto comme avocat du Cameroun dans l'affaire Bakassi. Alors, quand on utilise une manipulation de ce genre-là, on ne devrait pas avoir la confiance des citoyens, des vrais citoyens. Parce que nous n'avons, ce que nous avons de commun, ce que tous les Camerounais ont de commun, c'est notre pays. Et ce pays ne peut pas appartenir à une ethnie. Ni Betty, encore que Betty, ce n'est pas une ethnie, ni Bamleke, ni Foufoudé, ni je ne sais pas quoi, ni Sawa, non. Nous devons tous être, ce n'est pas par hasard qu'on est quelque part. Ceux qui sont spirituellement vides croient qu'on est quelque part par hasard. C'est pas vrai. S'ils viennent, je vais leur expliquer comment quelqu'un va naître à tel endroit, comment ça se passe dans l'invisible. Il faut arrêter cela. Et c'est pour cela que je fais ce direct. Moi, je ne serai jamais contre les Bamileke. Mais si les Bamileke se décident à être contre ce qu'ils appellent les Bétis, alors à ce moment, croyez-moi, personne chez les Bétis ne va se croiser les bras. Et je crois que c'est ce que veulent ceux qui exploitent les richesses de notre pays. Vous avez entendu, par exemple, l'opposition au Cameroun. Vous avez entendu un seul opposant parler des 12 traités scélérates qu'on a fait signer à M. Aïdjo et qui nous tiennent au cou jusqu'ici. Qui vous en a parlé? Ça fait combien de temps que le fameux décret qui créait le franc CFA a expiré? Personne n'en parle. Mais tout le monde va aller à Etoudi pour aller manger. Et on trompe le peuple qu'on va à Etoudi. Non. Si on va à Etoudi pour le peuple, on se bat pour sortir du franc CFA. Comme l'a voulu Twindian Pouim. Mais qui vous parle de ça? Lorsque nous parlons des trucs aujourd'hui, des gens vous parlent d'ethnie. L'ethnie n'est pas une idéologie. Je le répète, l'ethnie n'est pas un projet de société et ne le sera jamais. Il faut qu'on sache que quelqu'un est à gauche, il est au centre, il est à droite, ou bien à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et ainsi de suite. Et surtout, que ceux qui veulent aller au pouvoir vous disent de quelle secte ils sont. Parce qu'en vérité, en dehors de ce que nous avons dit maintenant, il y a la guerre des sectes. Les francs-maçons contre les rosicruciens, contre les opus déistes, contre les... non. Écoutez, ça ne nous concerne pas. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nos pays traînent. Parce que on évoque des gens qu'on ne connaît pas. Vous vous inscrivez dans un truc où on vous dit vous devez obéir comme un cadavre, prendre acte cadavre. Lorsque vous obéissez comme un cadavre, vous êtes un homme et ils sont dans ces choses. Ils viennent vous dire qu'ils veulent gouverner le Cameroun. Que chaque candidat vous dise d'abord de quelle secte il est. Que chaque candidat vous dise à quelle sauce le peuple va être mangé. C'est-à-dire, voici les valeurs que je vais défendre. Depuis que la campagne a commencé, elle a commencé depuis longtemps, vous avez déjà entendu, il y a des gens qui se déclarent, mais ils ne vous disent jamais ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils font, c'est critiquer, il n'y a pas d'eau, c'est vrai. Il n'y a pas d'électricité, c'est vrai. Les routes sont mauvaises, c'est vrai. Il y a le chômage, c'est vrai. Tout le monde peut faire cette litanie-là, mais dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire pour combattre l'extraversion de notre économie? Voilà le fait.
Mais dites-moi, vous connaissez ici au Cameroun des gens qui vous disent quand est-ce qu'on va sortir du franc français, du franc CFA, pardon, quand est-ce qu'on va cesser de faire notre argent à la chamalière en France? Et on parlait d'indépendance. Le Cameroun n'est pas encore indépendant. Oui. Je voudrais vous rappeler l'un des faits d'armes de Monseigneur Ndokmo. Le 16 mars 1987, Monseigneur Ndokmo est consulteur dans l'un des départements du Vatican plus influents sur Terre. Ce département-là s'appelle la congrégation, la congrégation pour la foi et les peuples. Le patron de cette congrégation est généralement considéré comme le ministre des Affaires étrangères du Vatican. Monseigneur Ndokmo va organiser au Cameroun, au prix du bafouement même des canons du Vatican, il va organiser ce qu'on va appeler, ce que les prêtres Douala vont appeler la bamilékisation du clergé. Je voudrais juste que vous m'accordiez quelques minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé, pour expliquer aux autres, parce que je sais que vous savez, pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce qui s'est passé. Donc, le 16 mars 1987, les prêtres autochtones du littoral vont écrire une lettre à au souverain pontife, au palais de la congrégation des peuples et de la foi, et ils vont appeler cette lettre-là le mémorandum. C'est une lettre, qui a été rédigé par les autochtones de l'archidiocèse de Douala et qui traite d'un événement marquant de l'histoire de l'Église catholique au Cameroun. Cet événement-là, c'est quoi? C'est la nomination de 2 évêques auxiliaires à Douala en 1987. Ce document-là va explorer les causes, les conséquences, mais surtout les motivations sous-jacentes et les réactions suscitées par la décision de créer ça. Qu'est-ce que les prêtres Douala disent? Qu'est-ce que les prêtres Douala démontrent dans ce document-là? Ils disent qu'au Cameroun, dans la hiérarchie de l'Église catholique, on a les évêques, on a les archevêques. Et que dans cette hiérarchie-là, dans cette hiérarchie de l'Église, il y a 50% de prêtres bamilékés qui sont devenus des hiérarques, c'est-à-dire des archevêques ou des évêques au Cameroun, alors qu'ils sont les moins nombreux en tant que prêtres. Et ça, c'était le travail de Monseigneur Ndokmo. Et dans ce document, je vais donner les chiffres, le document met en évidence une prédominance des évêques bamilékés dans l'église camerounaise, ce qui va susciter chez les autres prêtres des inquiétudes, surtout chez les Douala. Sur les 20 évêques camerounais en fonction en 1987, 10 sont bamilékés, ce qui représente 50% du total. Et cette portion est reflétée dans le diocèse administré où les bamilékés contrôlent 50% des diocèses également. Les signataires du mémorandum vont dénoncer donc ce que j'ai appelé ce qu'ils vont appeler eux-mêmes la bamilékisation qui est savamment orchestrée au niveau du consulteur. Parce que c'est le consulteur qui avait émis l'hypothèse d'une qu'on pouvait muter, d'une transmutation des prêtres, ce que l'Église catholique ne connaissait pas avant, qu'on pouvait transmuter des prêtres d'un diocèse à l'autre. Je tiens quand même à rappeler que on appelle prêtre étranger au Cameroun le prêtre qui n'appartient pas à ton diocèse, et que l'Église catholique admet qu'il y a des prêtres autochtones, et que ces prêtres autochtones-là, selon le canon 377, ce sont les prêtres autochtones qui, lorsqu'ils veulent, c'est-à-dire le prêtre suprême, c'est-à-dire l'évêque, qui, lorsqu'ils veulent choisir un évêque auxiliaire, c'est eux qui font la demande. Mais Monseigneur Ndokmo
à partir du Vatican, était celui qui avait commencé à faire les demandes au nom des prêtres camerounais, et cela a suscité justement la rédaction de ce mémorandum. On va donc par exemple voir des gens que Monseigneur Ndokmo a lancé, feu le cardinal Christian Toumi, qui est décédé, feu Monseigneur Chwanga, évêque d'Abomban, feu André Wooking, qui par ailleurs était devenu archevêque de l'archidiocèse de Yaoundé, et tous ces autres prêtres-là qui, en 1987, vont faire des prêtres, il va faire des prêtres bamileke les plus nombreux dans les 4 régions, dans les 4 provinces ecclésiastiques. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que beaucoup de personnes semblent nier l'action de Monseigneur Ndokmo, tout au moins dans la politique. Les prêtres Douala avaient averti le pouvoir en disant que ce qui est en train de se passer avec Monseigneur Ndokmo est une préparation à l'accaparement du pouvoir suprême. Aujourd'hui, avec le recul et avec des recherches, on se rend bien compte que c'est exactement ce qu'il a fait, mais que malheureusement, grâce au clergé camerounais, c'est-à-dire grâce à la conférence épiscopale du Cameroun, on a pu juguler ce problème-là. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement de 1987 de Monseigneur Ndokmo qui a cherché à bamilékiser le clergé camerounais? Les problèmes de politique politicienne dans l'Église catholique sont quotidiens, mais on ne s'en rend pas compte. Et vous dites, j'ai vécu, j'ai suivi ce que vous dites, et c'est vrai que ça s'est passé de cette manière-là. Ce qui vous dit est que dans l'Église catholique, on sait que le Dieu qu'on nous a présenté, qui juge les gens, et qui envoie les gens en enfer et d'autres au paradis, n'existe pas. Parce que vous ne pouvez pas. Un problème de simple bon sens. Vous ne pouvez pas admettre, croire fermement qu'il y a un Dieu qui punit le mal et vous passez tout votre temps à faire du mal. Vous ne pouvez pas me dire que Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer. Je vais agrandir le cercle. Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer. Ces gens qui nous ont amené la Bible, ce sont les mêmes qui fabriquent les bombes nucléaires, les missiles balistiques. Mais nous continuons à croire à ces gens. C'est un problème de pouvoir, tout simplement. Et croyez-moi, le problème que vous évoquez est réel. Et les gens dans l'Église catholique se discutent les places. Je vous dis, à Yaoundé, on a nommé un évêque qui n'était pas, qui ne plaisait pas aux prêtres, au peuple qu'on a manipulé. On a envoyé le peuple barrer la route du Bamileke. Vous dites, tu ne pars pas à Yaoundé. Oui. Je crois que vous connaissez ce problème. Oui, je m'en souviens très bien. Alors, c'est vous dire qu'il est très facile de comprendre lorsqu'il s'agit des faits de politique politicienne. C'est cela l'Église catholique. Mais leur couverture, c'est Dieu. Dieu est ceci, d'autres se passent pour des hommes de Dieu. Je ne sais pas ce que les autres sont, les hommes de diable, ou si le diable a créé quelqu'un. Non, ce que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que, par exemple, il y a une nouvelle au Cameroun, c'est celle du ministre Atangandi, qui dit qu'il va fermer toutes les églises de réveil. Bon, si on pouvait faire ça en Afrique, fermer toutes les églises, on nous laisse avec nos ancêtres et notre... Parce qu'il y a un Dieu, le Dieu du christianisme,
est un Dieu inventé par un empereur. Il s'appelait Constantin. On a rendu Jésus Dieu au concile de Nicée. C'est là où l'empereur dit que Jésus est Dieu. Le grand prêtre Arius lui dit non, Jésus n'est pas Dieu. On a égorgé le prêtre Arius. Et ça a toujours été comme ça dans ce que vous appelez religion. C'est pour cela que le malheur qui nous tombe sur la tête doit être compris dans ce sens. Moi, on m'a appris tout petit, et on l'a fait dans d'autres ethnies, que ton frère est le sang de ta langue, que tu ne peux pas tout rejeter parce que tu dois avaler une partie. À partir de ce moment, il ne peut pas avoir de séparation complète entre des frères. Oh, nous sommes des frères, Bamileke, Boulou, Eton, Manguissa, et tout ce que vous voulez. Mais les gens qui veulent profiter de la naïveté et de l'inculture de certains jouent sur l'ethnie. J'ai dit non, non et non. Et cela, revenons à nos racines. Je demande à mon village, à Ndama, qu'on vienne m'appeler. Là où on va voir un arbre qui grandit avec les racines d'un autre arbre. Voilà notre problème. Un arbre ne peut pas grandir avec les racines d'un autre arbre. C'est le problème. Et ceux qui le savent, ils font des manipulations qui nous font parler aujourd'hui. Évêque, archevêque, mais c'est quoi? C'est rien du tout. C'est des chercheurs de bouffe. L'archevêque, il n'a pas de problème. Hein. Tout l'argent de l'archevêché, ça lui arrive. Et n'importe quelle femme, c'est pour lui. Il y a des prêtres qui, dans l'Aleké, nous ont laissé. Un seul prêtre a fait 21 gosses. Lui seul. 21 gosses. Ses enfants ont une association aujourd'hui. Ils sont 48 du même prêtre. Alors, non, nous devons prendre conscience du danger qui nous guette. Nous n'avons pas à nous battre entre nous. Que les gens qui croient que ils vont prendre le terrain parce que, ouais, on m'a appelé pour acheter. Oui, acheter, mais dites-vous bien que les enfants de cette famille, eux, ils vont vivre où? Et c'est ça qui va, c'est pour cela que j'ai parlé de bombe à retardement. Sunrise on the savannah, golden light so clear and warm, heartbeat in the wilderness. Africa, this is your charm. Lions roaring, rivers dance, mountains high and sunlight glows.